Les préparatifs pour l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger vont bon train selon les dernières nouvelles qui nous parviennent. Elle devrait durer 90 ou 100 jours et les chefs d'état-major des pays qui fournissent des troupes, à savoir le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire et aussi la Guinée-Bissau, veulent que cette guerre, osons l'appeler ainsi, fasse le moins de dégâts possible. On sait aussi que les troupes vont attaquer à partir de certains pays frontaliers au Niger. Toutefois, cette décision de la CEDEAO, en fait de certains chefs d'État de la CEDEAO, d'intervenir militairement au Niger, a poussé un certain nombre d'internautes africains, surtout les plus jeunes, à relever un certain nombre d'incohérences dans la démarche de l'instance sous-régionale. Mis à part le fait qu'on reproche à la CEDEAO d'avoir toujours eu à fermer les yeux sur des coups d'État constitutionnels opérés par des présidents de la sous-région pour ne sortir la verge que sur des militaires qui font eux aussi, osons le dire, leur coup d'État, une bonne partie de la jeunesse africaine se rend compte que parmi ces présidents qui sont vent debout contre les coups d'État au Niger, beaucoup avaient déjà acclamé de par le passé la prise du pouvoir par la force dans leurs différents pays. Voici des incohérences relevées dans la prise de position des chefs d'État de la CEDEAO lors des récents coups d'État en Afrique. Mais avant de relever ces incohérences, permettez-moi de parler d'abord de l'intervention militaire en soi. Le Sénégal du président Macky Sall fait partie des chefs d'État qui sont prêts à intervenir militairement au Niger. Mais en 2022, alors qu'il était président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall effectuera un premier voyage en Ukraine puis en Russie. Objectif, faire résonner la voix de l'Afrique dans ce conflit. Plus important encore, il va demander à l'Union européenne d'arrêter d'appliquer des sanctions économiques excluant les banques russes du système SWIFT. Conscient que la crise et les sanctions créent de sérieux problèmes aux économies faibles comme les économies africaines. Mais les sanctions aussi contre la Russie ont entraîné plus de gravité puisque nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais et à l'urée en particulier, pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Et ça crée vraiment de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. En juin 2023, Macky Sall fera encore partie d'une délégation des présidents de l'Union africaine, dont le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, qui se rendra en Ukraine et en Russie. Contre la guerre en Ukraine, l'Afrique veut jouer la médiation. Malgré la situation sur le terrain, au plan militaire, il est important de garder les couloirs de discussion et de dialogue pour que les questions humanitaires au moins soient privilégiées. Ce conflit est source de beaucoup d'instabilité et cause du tort à de nombreux pays à travers le monde. Nous, en tant que pays africains, nous ressentons l'impact de cette guerre. Peut-être que nous devons ramener les choses dans leur contexte. Peu importe le nom qu'on lui donne. La Russie fait bien une guerre en Ukraine, une entorse au droit international et à la démocratie. On pourrait dire que l'Union européenne se trouve dans ses droits de sanctionner des banques russes. Mais Macky Sall pense que ces sanctions font du mal au continent africain. Alors il faudrait les arrêter. Au même moment, il trouve normal qu'on afflige des sanctions au Niger, sous prétexte que les auteurs du coup d'État ont foulé aux pieds les principes démocratiques. Et de surcroît, tout en plaidant pour la paix en Ukraine, Macky Sall veut faire la guerre en Afrique. Il n'en demeure pas moins que les sanctions économiques en vigueur actuellement au Niger pénalisent déjà le peuple nigérien. Et donc, ce que Macky Sall redoute dans la guerre en Ukraine, il attise sur son propre continent. 2 poids, 2 mesures que la jeunesse africaine a du mal à comprendre. Côte d'Ivoire, 24 décembre 1999. Le général rebelle Gueye renverse le président démocratiquement élu Henri Konan Bédié, paix à son âme, qui est arrivé au pouvoir 4 ans plus tôt. On lui reprochera beaucoup de choses. D'abord,
pour avoir opéré des réformes jugées douteuses du code électoral en décembre 1994. Puis, pour avoir introduit le concept d'ivoirité qui va écarter bon nombre d'Ivoiriens jugés étrangers, dont Alassane Ouattara, qui sera écourté dans sa course aux élections présidentielles. Enfin, Henri Konan Bédié est accusé de corruption. Après la prise du pouvoir par la force, donc le coup d'État, voici ce que déclarait Alassane Ouattara. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Et pourtant, les militaires qui ont opéré ce coup d'État vivement salué par Alassane Ouattara feront objet d'une condamnation de la part de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme qui va publier un rapport faisant état de nombreux cas d'abus. Mais aujourd'hui, c'est le même Alassane Ouattara qui, après être arrivé au pouvoir par les armes et dans le sang en 2011, est vent debout contre un coup d'État au Niger. Au sein de l'opinion, on en vient à cette conclusion qu'il semble qu'un coup d'État pourrait être justifié s'il arrange une partie de la classe politique. Et si ce n'est pas le cas, l'on pourrait le condamner. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger, depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Février 2010, le président nigérien Mamadou Tandja est renversé par un coup d'État. Après avoir épuisé ses 2 mandats, Mamadou Tandja affirme avoir écouté l'appel de son peuple qui lui aurait demandé d'appliquer un 3e mandat. La rue va gronder avec des manifestations ici et là. Et le commandant Salou Djibo va porter un coup dur à l'ambition démesurée de Mamadou Tandja. Le Conseil suprême de la restauration de la démocratie est mis en place et salué par le PNDS, grand parti de l'opposition nigérien, bien que condamné par l'Union africaine. Un homme était particulièrement fier de ce coup d'État. Elle a mérité son départ. Nous avons franchi une grande étape. Nous sommes venus dire au Conseil suprême que nous le remercions. Nous allons aussi leur dire que nous leur souhaitons bonne chance. Nous allons leur dire que la CFDR est toujours debout au service du Niger. Auprès d'eux à restaurer la démocratie. Et nous ferons des élections libres et transparentes. Et le Niger va redevenir le Niger démocratique qu'il était. Et nous allons définitivement mettre fin à toutes les formes de dictature. Vous l'aurez bien reconnu, c'est bel et bien Mohamed Bazoum qui acclamait un coup d'État. Contrastant, une fois encore, on a l'impression que le coup d'État se justifie si cela arrange des acteurs politiques. Et ça, Mohamed Bazoum sait bien le faire. Car après la mort du président tchadien Idriss Déby Itno, dans des conditions encore non élucidées, son fils Mahamat Idriss Déby, militaire de son État, prendra le pouvoir par la force le 20 avril 2021.
foulant au pied la procédure constitutionnelle en vigueur au Tchad. Le fils d'Ibi sera intronisé par le président français Emmanuel Macron, comme l'a dénoncé une grande partie de la jeunesse africaine. L'Union africaine, divisée sur le sujet, aurait des difficultés à sanctionner ce nouveau régime militaire au Tchad. Le 9 juillet 2021, en conférence de presse à l'Élysée, avec le président français Emmanuel Macron, à l'issue du sommet du G5 Sahel, le président Mohamed Bazoum avait tenu à faire une belle précision sur ce qu'on peut qualifier de coup d'État au Tchad. Nous aurions pu nous dire, dans le cadre de l'Union africaine, qu'il s'agit d'un coup d'État. Mais ce serait simplifier les choses que de réagir comme ça. Parce que si, lorsque le maréchal avait été tué, que les débats avaient consisté à dire qu'il faut mettre en place une transition de 90 jours, appliquer la Constitution, faire en sorte qu'on ait un président élu dans les 90 jours prévus par la Constitution, alors que le pays était agressé de l'extérieur, on le sait, et n'étant pas sûr de la cohésion de l'armée, de l'état de son moral, de ses capacités à faire face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays, qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone, bascule aussi dans l'instabilité. Même si nous devrions considérer qu'il s'est agi d'un coup d'État, la raison commande. Nous aurions pu être très à l'aise pour dire que c'est un coup d'État, nous le condamnons, et après, qui va faire face aux colonnes des rebelles? Et si elles venaient jusqu'à N'Djamena et qu'il y a une guerre civile, quels vont en être les résultats? Qui va appliquer la Constitution en ce moment? Quelle est la modalité de l'application de la Constitution? C'est autant de questions complexes que nous nous sommes posées et qui ont présidé à notre décision de dire on fait le pari. Sans commentaire. Avec ce coup d'État au Niger, les chefs d'État de la CEDEAO ne veulent pas entendre raison. Pour eux, rien ne peut justifier une prise de pouvoir par la force, mais au regard de tout ce qui vient d'être dit, il semble que l'histoire est têtue. Quand on refuse, on dit non. On ne peut dénoncer aujourd'hui ce qu'on a acclamé et justifié hier. Mais avant de terminer cette chronique, j'aimerais attirer votre attention sur la nature de l'homme politique. Celui-là qui a le pouvoir de jouer le chaud et le froid. Un homme complexe qui se comprend dans ses contradictions pour avoir cette capacité de dire oui et non en même temps. Il faut vraiment avoir l'esprit focalisé sur une seule chose, les intérêts. Quand l'intérêt d'un homme politique est en jeu, il est prêt à tout pour dire et se dédire. Il est prêt à faire des compromis avec ses adversaires ou même ses ennemis politiques. Et l'homme politique ne vise qu'une seule chose en créant son parti politique, le pouvoir, et tous les moyens sont bons pour y parvenir. L'homme politique en Afrique, quoi qu'on dise, a prouvé son réel amour pour le pouvoir au détriment des aspirations d'un peuple qui, en toute inconscience et naïveté parfois, croit trouver en lui l'espoir de la construction d'un peuple, des gages du patriotisme. La seule raison pour laquelle Alassane Ouattara avait acclamé le coup d'État contre Henri Konan Bédié, c'est parce que cela rentrait dans ses avantages personnels et non dans celui du peuple. Lui, qui nourrissait des ambitions présidentielles, se voyait radier dans la course à cause d'un concept d'ivoirité. En allant dénoncer la guerre en Ukraine, Macky Sall voulait écrire son nom dans les archives des chefs d'État africains qui ont pu s'impliquer dans la guerre en Ukraine. C'était en fait un acte politique dénué de tout engagement panafricaniste. En acclamant le coup d'État contre Mamadou Tandja et en justifiant la prise de pouvoir par la force opérée par Mahamat Idriss Déby, Mohamed Bazoum voulait paraître conforme et loyal vis-à-vis de son parti et de la France. Mais il était bien d'imaginer que cela pouvait lui arriver. Sachez choisir vos hommes politiques. Bonsoir.